Pedro Pascal, un soir, il a dû faire une énorme soirée à Hollywood où il a tombé tous les plus grands producteurs et directeurs de casting à la tequila et pendant qu'il dormait, il a remplacé tous les contacts de leur téléphone avec son propre numéro. Même les figurants, il serait le futur Mister Fantastic du MCU et quand on lui demandera pourquoi est-ce qu'il a bien voulu accepter ce rôle, soit il fera du violon en disant « Oui, depuis tout petit, j'ai toujours adoré m'étirer la nouille » ou alors soit il dira enfin la vérité à quel point il ne voulait surtout pas encore être l'homme sous le masque, Fatalis, à celui qu'on voit vraiment que 2 secondes dans le film et qui en plus a une tête qui ressemble à un moignon post-incendie. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés, c'est le 426e JT Comics et Taika Waititi déclare que son film Star Wars va énerver des gens. Moi il me tarde surtout de voir le plan cul nu de Maître Yoda qui se retourne et oh tiens, lui aussi il avait un sabre tout rouge, on n'est pas prêt je pense, mais aux news de la semaine, plutôt passons. Fantastic Chauve. Cette semaine, l'actu casting déchaîne les passions et si tous les gens qui parlent des futurs acteurs du MCU, du DCU allaient voir The Marvels, le film ne prendrait pas la raclée cosmique qu'il est en train de prendre au box-office et qu'il ne mérite certainement pas. Bon, je veux bien que quand on commence à critiquer, on finit toujours par dire c'est pas un chef-d'œuvre, mais d'ailleurs ça me donne envie de vous demander dans les commentaires pour vous quel est le film qui mérite le titre de chef-d'œuvre pour le MCU, puisque je vais pas vous laisser tout seul dans mon jeu de merde. Moi je dirais que ça oscille entre Captain America 2 et Iron Man 1 pour son côté roots, bref, Pedro Pascal serait donc pressenti pour être le futur Red Richards des 4 Fantastiques, c'est un rôle super important et ça confirme la ligne édito de Marvel qui souhaite venir faire reposer son univers cinématographique sur des personnalités ultra charismatiques, mais sauf que Robert Downey Jr. Au début des années 2000 il ne l'était certainement pas, il est devenu aussi avec le rôle de Tony Stark, ce qui est évident mais c'est bien qu'il le dise, c'est quand le réalisateur Matt Shakman déclare que les liens familiaux, ceux qui sont troubles et peu propres seront cruciaux pour le film. Il a dû emprunter cette citation à la moitié des réalisateurs sur Pornhub et que l'amour, la douleur et la complexité seront donc un petit peu sa trinité pour appréhender la première famille de chez Marvel qui est très importante parce que c'est une famille qui l'est à la base et non pas qui le devient sur le chemin comme les X-Men ou les autres. La bien nommée Vanessa Kirby serait donc bien Susan Storm même si quand elle est en promo pour le Napoléon avec Joaquin Phoenix, quand on lui demande, elle fait comme le député qui a voulu droguer sa collègue de l'Assemblée pour abuser d'elle un petit peu comme il abuse de ses compatriotes au travail, elle répond à côté, ah oui, j'aimerais bien joindre, non, je sais pas, comme lui, ah oui, c'était du bon champagne, non, désolé, fausse manip, j'ai confondu mon GHB avec mon ecstasy. Et on parle aussi de Javier Bardem en Galactus, et pourquoi pas, ça serait un sacré duel de gueule, et de bons acteurs également. L'autre grande nouvelle qui réjouit beaucoup de monde, c'est que James Gunn continue de bâtir méticuleusement son futur DCU avec la pierre angulaire, Superman, sur laquelle tout repose, et il a trouvé le Lex Luthor, Nicholas Hoult, qui devra se raser probablement la tête. Mais c'est pas tout puisqu'on sait également qui incarnera l'un des personnages phares de l'univers de Superman, le collègue de travail de Clark Kent au Daily Planet, Jimmy Olsen, c'est Skyler Gisondo qui s'y colle, qu'on a pu voir dans Hard Cell ou dans Time Freak, et puis alors antagoniste, protagoniste, on sait pas trop, mais ce qui est sûr c'est que Maria Gabriela de Faria, qu'on a pu voir dans The Exorcism of God, incarnera Angela Spica, l'ingénieur créé par Warren Ellis et Brian Hitch dans les pages de The Authority chez Wildstorm, et donc c'était une scientifique qui a remplacé son sang par tout plein de nanoparticules et qui peut donc matérialiser des choses, et je peux vous assurer que quand moi je remplace mon sang par de la nanotechnologie belge houblonnée, ce que je matérialise ne sert vraiment à rien pour combattre Doomsday, sauf s'il est hémétophobe. Chat, t'es cassé. Dans notre lutte contre la machine, il n'y a pas que les sextoys qu'il faut combattre. Oui, même si les machins, c'est des Mjolnir tout articulés avec des têtes qui tournent encore plus vite que les vestes de Manuel Valls, et que nous, avec notre petit appendice qui ressemble à Deadpool sans masque après avoir servi 22 minutes, on n'a pas trop l'impression de pouvoir concurrencer, il faut quand même se méfier de l'intelligence artificielle, même s'il semblerait qu'on soit arrivé à imposer des limites, au moins à ChatGPT et son interface qui permet donc de créer des images, puisqu'elles n'ont plus le droit de venir copier-coller, de venir décalquer directement le style des artistes avant 1912, ça c'est les lois sur la propriété intellectuelle, et que donc maintenant elle le fait de façon très intelligente, puisque l'intelligence c'est s'adapter, quand tu lui demandes par exemple fais-moi une Tante May dans le style de Steve Ditko, c'est la meilleure idée, elle, ce qu'elle comprend, l'intelligence artificielle, c'est fais-moi donc une vieille dame dans le style d'un artiste de comics des années 60, et donc elle a 3 adjectifs pour définir le style de Steve Ditko, brillant, génial, à lire, je sais pas. On a l'impression de leur avoir mis un petit stop net, ça évite les problèmes légaux, mais au fond, les
les images de Steve Ditko, de Jim Lee, des autres, elle s'en nourrit quand même et on lui apprend juste à contourner, à être plus intelligent, à produire des images de meilleure qualité et donc ça reste dangereux, hein, surtout quand on sait que la concurrence de Bing, le DAL E3, ne respecte pas ses règles encore pour le moment, hein, et surtout quand on sait qu'on vit dans un monde où le prix par page qu'on propose aux artistes, aux scénaristes ne cesse de baisser. Il est au plus bas depuis 14 ans, l'industrie des comics est en crise, surtout quand on sait que l'un des prix standards c'est devenu 90$ la page, hein, ce qui en plus ne tient absolument pas compte de l'inflation qui depuis 14 ans a grimpé en flèche, c'est dramatique, hein, et justement quand on vous parle d'inflation et d'oseille, et quand on vous demande quel est le prix de l'augmentation mammaire la plus chère au monde, répondez 132 000$, 66 000$ par nibar, hein, et c'est celle de Captain America. Et oui, c'est le prix auquel a été adjugé aux enchères ce dessin promotionnel de Rob Liefeld pour le Heroes Reborn, hein, c'est énorme, je parle évidemment du prix, hein, mais il faudrait peut-être mettre aussi en relation tous ces gens qui ont énormément d'oseille à dépenser, tant mieux pour eux, avec les éditeurs de comics pour trouver un modèle viable, hein, pour les auteurs, pour les artistes, qui méritent d'être arrosés par deux mamelles au moins aussi généreuses que celles de Cap. Souriez, l'actu comics de la semaine fait sourire. Ah oui, mais le sourire d'un type qui se nourrit exclusivement de salades composées Marlboro Gitane en faisant des bains de bouche au café, un sourire bien jeune, puisque même s'il a compris qu'il ne fallait pas copier trop directement le style des artistes, c'est pas le cas du tout de DC, hein, qui a accordé à Chip Zdarsky de venir revisiter The Killing Joke d'Alan Moore et de Brian Bolland dans un récit qui s'intitulera The Joker Year One. Paf, double combo, tu viens surfer sur le titre du Batman Year One de Mazzucchelli et de Frank Miller, et tu viens surfer sur le contenu du Killing Joke, du barbu de Northampton. Bon, je sais qu'il y a quelqu'un chez DC dont les parents, dont les enfants sont forcément retenus en otage et menacés d'être tués s'ils ne viennent pas revisiter, piller du Alan Moore au moins tous les 3 ans, hein, mais bon, annoncer ça la semaine des 70 ans de Moore, là, c'est du sadisme, il n'y a pas d'autre mot. Alors on nous promet qu'on va revisiter le passé du Joker, on nous promet qu'on va prendre le terrible secret derrière le Joker, hein, mais vu qu'on nous a promis ça au moins autant de fois que ce que mon beau-frère a promis à ma soeur, qu'il allait se trouver un travail, eh bien, j'y crois plus trop. Il y a des gens comme ça qui peuvent plus te surprendre. Hein. Moi, si on me dit, ouais, regarde, il y a une sextape de DSK qui se fait ses super Boudère et Ben Laden en même temps, ouais, ben, je serais plus trop surpris. The Killing Joke, c'est à remettre dans son contexte. Milieu des années 80, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi sombre, d'aussi violent sur du Batman, plus ou moins en continuité, hein, ça dépend des années, hein. Là, apparemment ça a l'air de l'être, hein, et donc c'est pour ça que ça a plu, mais j'ai vu un pauvre type se faire allumer sur Twitter parce qu'il a dit qu'il n'avait pas aimé The Killing Joke, qu'il comprenait pas pourquoi ça avait autant de succès, mais même Alan Moore dit que c'est l'un des pires récits qu'il ait jamais écrit, hein, et que bon, il a voulu tester ça, mais qu'il ne pensait jamais que ça allait provoquer une tendance chez les jeunes créateurs qui n'allaient faire qu'imiter ce Batman noir, hein. Si vous voulez lire le super-héros idéal par Alan Moore, vous lisez du Tom Strong, c'est génial. De la même façon qu'il ne pensait pas revitaliser le genre super-héroïque avec un ouvrage comme Watchmen, dont le propos est plutôt dans la déconstruction, voire le démontage des super-héros, hein, mais c'est comme ça, hein. Donc on verra ce que Zdarsky fait avec tous les artistes qui vont tourner sur le titre de ce Joker, hein. Et si c'est comme les 3 Jokers de Fabok et de Geoff Johns, eh bien, force à lui, hein. Bon, chez DC aussi, depuis que l'imam, la rabbin, la coupeuse de Bathtub, Pam Lifford est partie, eh bien on revient aux bases, hein, du cul et du cul, puisqu'ils vont nous proposer en plein hiver des couvertures remplies, hein, de nudité partielle, de neige et de tensions sexuelles palpables, même sur le nez de ce bonhomme de neige. Ça s'appelle les sweater weather, hein, donc c'est un temps propice au pull, mais avec pas grand chose dessous, hein. Et là où on voit que Batman est corpo, c'est que quand on lui propose de se mettre à poil, oui, mais il met un moule Batbeat Wayne Industries, ça c'est bon. Jean-Marc Morandini a appelé, hein, il veut une couverture spéciale des Super Sons. Je savais pas qu'il adorait les comics, lui, hein. Justement d'ailleurs, tiens, en parlant de Super Sons, Peter Tomasi va se recoller à des adolescents un petit peu turbulents, hein, qui auraient peut-être besoin de Pascal le grand frère super héroïque, puisqu'après avoir fait la série Super Sons avec Javier Fernandez, où il s'attaquait au fils de Batman et de Superman, eh bien il va s'attaquer au fils de 2 super vilains avec David Lafuente cette fois, hein, le fils de Sinestro et du général Zod, hein. On verra un petit peu ce que ça donne, mais j'espère qu'il y aura une histoire où on expliquera comment le gamin de Zod, hein, pensait qu'il s'appelait à genoux tellement son père ne faisait que le répéter à la maison. Et puis Batman toujours chez DC, où Mike Perkins et Dan Jurgens vont venir revisiter les premières affaires de Batman, hein, ambiance 1939, quand mamie aimait bien mâchonner du général allemand, hein. Oui, mais là c'est surtout à l'époque où Batman s'appelait Batman avec un tiret au milieu, hein, et donc ça s'inspire des pulps, l'esthétique est assez folle, hein. C'est très beau d'ailleurs ce que fait Mike
Mike Perkins. Il me tarde de voir si on aura l'explication de l'histoire de ce Batman, chauffeur Uber avant l'heure. Oui, mais option strangulation sur le Batplane. Lisez, cette semaine j'ai pas eu le temps de lire grand chose, j'ai relu des petites portions de la série Secret Warriors de Jonathan Hickman avec Stefano Caselli entre autres, excellente série, j'aime beaucoup, il y avait toutes les bases du Jonathan Hickman qu'on connaît, j'ai lu aussi, je rattrape mon retard sur les X-Men avec le Immortal X-Men où Kieron Gillen fait des merveilles en donnant une voix particulière à chaque personnage des X-Men mois après mois, là cette semaine c'était le 13 et c'était Doug Ramsey avec les pouvoirs de traduction, des pouvoirs de compréhension que j'adore, c'est des pouvoirs assez hors normes pour les X-Men, et donc l'interprète de Krakoa qui parle juste avant la chute, puisque ma prochaine étape de lecture, et il me tarde vraiment de le lire, c'est le Gala des damnés édition 2023, je sais que je ne suis pas au bout de mes surprises, mais je vous laisse me dire ce que vous, lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT Comics, je vous remercie à tous d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, à réagir dans les commentaires sur YouTube où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, où vous pouvez me laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 426 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. J'allais dire, ça y est, le réel a terrassé la fiction avec le nouveau président argentin qui prouve encore que ultra-libéral, ça veut simplement dire capillairement audacieux, mais entre sa tronçonneuse et son costume de super-héros jaune et noir, je pense qu'il veut juste raviver The Tick et le Chainsaw Vigilante, c'est sûr.